Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Gym Tonic, l'émission qui décrypte l'actualité de l'OGC Nice en compagnie des journalistes de la rédaction des sports de Nice Matin. Et avec nous cette semaine, William Imbercé. Salut Will. Salut Mika, salut à tous. Antoine Delgoulet. Salut Antoine. Salut Mika, bonjour à tous. Et Romain Laronche. Salut Romain. Salut Mika. Notre invité cette semaine dirige une équipe du gym qui, elle, réussit sa saison. Le coach des 17 ans de l'OGC Nice, Romain Latron, est avec nous. Salut Romain. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur le plateau de Gym Tonic. Merci à vous de m'accueillir. Leader de cette équipe, Tout à fait. de ce groupe D, on en parlera tout à l'heure, de U17. Tout à fait. Félicitations. Bon. Merci bien. On en parlera évidemment dans ce Gym Tonic. Au sommaire également, nous évoquerons l'avenir de Didier Digard. Nous ferons un focus sur le jeune Badreddine Bouanani. L'avant-match, bien sûr, face à 3, c'est dimanche à 15h. Et en fin d'émission, le traditionnel Souviens-toi, consacré cette semaine, Antoine, à Jeff Rennes Adélaïde. On fera ça en fin d'émission. Avant cela, messieurs, on va revenir sur la défaite face à Clermont dimanche dernier, la 3e consécutive pour les Aiglons dans un contexte assez particulier, Will. Ouais, on l'a bien ressenti que la semaine avait été compliquée à digérer, notamment l'élimination contre Bâle quelques jours plus tôt. Du mal à se mettre dans le rythme. Il y a eu une réaction quand même après l'ouverture du score clermontoise. En deuxième mi-temps aussi, des occasions pour marquer ce deuxième but, mais un peu à l'image de ce qui se passe depuis quelques matchs à l'OGC Nice, un manque de réussite, un manque d'efficacité. Et même si les stats pouvaient être en faveur de l'OGC Nice, c'est une défaite qui fait mal, mais qui résume pas mal la situation actuelle dans cette équipe, qui va récupérer des joueurs, et peut-être que ça sera une nouvelle dynamique. Allez, on va regarder justement les stats, parce que tu en parlais de ce match entre Nice et Clermont, défaite 2-1 donc des Aiglons, et comme tu l'as dit, avec, c'est vrai, des statistiques en faveur de l'OGC Nice, que ce soit au niveau des tirs, au niveau de la possession, au niveau des occasions également. Antoine, on peut dire que c'est quoi? C'est un manque de réussite aussi dans ce match-là pour l'OGC Nice, comme peut-être sur plusieurs matchs depuis le début de la saison? Moi je pense que oui, il y a un manque de réussite parce que effectivement le gym a fait le même genre de match des fois et a gagné. Donc là c'est vrai que par rapport en plus c'est vrai qu'il y avait le contre-coup de balle qui a été très très dur. Oui, c'est un manque de réussite et ça tombe pas au bon moment parce que cette victoire aurait quand même fait un petit peu, aurait mis du baume au cœur un petit peu à tout le monde, même aux supporters. Donc bon, on espère que ça va mieux se passer à 3. Romain, ils n'étaient pas nombreux, les supporters à l'Alliance Riviera. Il y a une forme de désamour qui est en train de s'installer peut-être entre le public niçois et l'OGC Nice. On les a montés très haut, ces joueurs, avant le quart de finale de Coupe d'Europe. Et là, la déception est légitime. Je pense que c'est ça, c'est le fait qu'il n'y ait plus de Coupe d'Europe, il n'y a plus de carottes. En championnat, il n'y a plus grand-chose à espérer. Donc venir supporter le gym après la déception de la Coupe d'Europe contre Clermont, en plus, c'est pas l'adversaire qui fait rêver, il faut se motiver. Et puis William l'a constaté à l'entraînement aussi cette semaine, et pas énormément de supporters. La dynamique, elle a fléchi, donc c'est sûr que l'affluence, elle va suivre la même dynamique. Hein. On parlera de Badreddine Bouanani tout à l'heure, mais ce qui fait plaisir, peut-être Romain, dans cette équipe, c'est la jeunesse quand même, malgré tout, qui assure, avec beaucoup de jeunes joueurs dans cette équipe niçoise, beaucoup de joueurs de moins de 18 ans ou de 18 ans à peine. Et c'est vrai que quand on est éducateur, voir ces gamins monter, ça fait quand même plaisir. Tout à fait. Le projet de l'OGC Nice, c'est de former. Et puis pour former, il faut l'étape finale qui est l'accession à l'équipe première. Il faut savoir que depuis Didier est arrivé, on est l'équipe dans les 5 plus grands championnats qui fait jouer le plus de joueurs en termes de nombre, mais également en termes de temps de jeu. Donc ce n'est pas des joueurs qui sont là juste pour combler les trous, c'est des joueurs qui commencent, à l'image d'Antoine Mendy ou d'Ayoub Amraoui sur les derniers matchs. Donc c'est quelque chose qui nous permet de finaliser le travail, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est formateur, qui est mon cas. Cette équipe jeune de l'OGC Nice, évidemment, avec quelques cadres malgré tout qui assurent. Il y a eu des difficultés, mais un joueur, Will, comme Gaëtan Laborde, on a lu ton article cette semaine dans le journal, c'est vrai qu'il répond présent ces derniers matchs. Il répond plus que présent, je trouve qu'il est leader dans l'attitude, dans le comportement. Au-delà de ses buts, c'est cette activité incessante au pressing, dans le repli défensif. Il aide les copains, il travaille pour les copains. Et quand on lui donne pas le ballon, il râle pas, il râle jamais. Il est toujours dans le bon esprit, contrairement à certains qui s'enfoncent un peu dans leur
égoïsme. Lui, voilà, c'est un guerrier et c'est vraiment une très belle réussite pour l'OGC Nice quand on se rappelle quand même qu'on avait perdu Andy Delors qui était le meilleur buteur de la saison derrière, Amine Gouiri qui était le joueur phare de l'attaque aussi. Et ben Gaëtan Laborde, lui, il fait le job. C'est sa 3e saison consécutive à plus de 10 buts en Ligue 1, ce qui n'est jamais anodin et la saison n'est pas finie. Donc ça fait plaisir d'avoir des cadres comme ça qui, eux, sont au rendez-vous dans une période un peu plus difficile. On pourrait ajouter également parmi ces quatre Dante, évidemment, qui tient toujours la baraque. Et pour certains, il y a des petits coups de mou. On pense en particulier, peut-être Antoine, à Khéphren Thuram. On le sent un peu dans le dur physiquement, Khéphren. Il était beaucoup sollicité. Thuram comme Todibo depuis leur sélection en équipe de France, hein, même si Thuram a fait de bons matchs après. On les sent peut-être mentalement, ça leur a fait... ils ont le contre-coup un petit peu d'être montés très haut et puis on sent que sur le terrain, c'est moins présent. Thuram, il casse plus les lignes comme il les cassait. Et contre Bâle, ça a énormément manqué. Ou alors, il le fait vraiment de manière avec parcimonie. Et c'est sûr que quand il n'est pas au niveau de forme à son max, il aide beaucoup moins l'équipe et ça se ressent vraiment sur le terrain, quoi. Oui, mais c'est ce que je voulais dire. Les cadres, quand tu dis ceux qui assurent, ils peuvent se compter sur les doigts d'une main. Là. C'est ça le problème du gym actuellement. Tu as dit Dante, et encore, je pense qu'il est un peu moins bien qu'il y a quelques semaines, quelques mois. Et Laborde, les autres, ils sont vraiment tous dans le dur. Dante, c'est quand même celui qui traverse le mieux la phase de moins bien. Parce que quand il était aussi bon que Thuram, Todibo aussi en début de saison, mais lui, là, sur la dernière séquence, il reste à un bon niveau. Alors que Todibo et Thuram ont bien plongé. Et on sait aussi que l'affaire Galtier n'a pas fait que du bien dans les têtes et qu'ils se sont un peu dispersés. C'est pas tombé au bon moment. Il faudra qu'ils se remettent un peu d'aplomb sur les prochaines rencontres. Alors, adulé il y a quelques semaines encore, on était prêt à lui mettre une statue devant l'Alliance Riviera. Didier Digard est critiqué, souvent injustement, depuis cette élimination face à Bâle, par les supporters, mais aussi parfois par les journalistes. Ça va vite le football, Will, hein ? Trop. Ça va parfois trop vite. On est un peu dans la culture de l'instant. Moi, je me souviens autant, il y a 2 mois, il fallait raison garder quand je voyais tout le monde s'enflammer autour de Didier Digard. C'est bon, c'est lui le coach l'année prochaine, c'est lui le coach des 5 prochaines années. C'est lui. Il fallait attendre qu'il connaisse lui aussi des moments de moins bien, ce qui lui arrive. Et autant aujourd'hui, je ne suis pas d'accord non plus avec toutes les personnes qui disent Didier Digard, il faut qu'il saute. Didier Digard, c'est trop haut pour lui. Mais il a connu le top comme les moments difficiles en une période incroyablement courte. Et je trouve que globalement, quand on s'intéresse vraiment au contenu de l'OGC Nice, de ses matchs et vu l'effectif, il est toujours tout cohérent dans ce qu'il fait. Il a dit lui-même en conférence de presse, il fut une époque, au début de la bonne série, il suffisait de tirer une fois pour marquer 2 fois. Donc il y avait eu aussi un petit coup de pouce, un petit coup d'efficacité en prime. Aujourd'hui, il n'y est plus, mais dans le contenu, c'est pas le néant non plus. Et je pense pas que Didier Digard soit le coupable unique de cette période difficile. Voilà, faut pas tout jeter. Je pense que il faut raison garder et lui laisser surtout le temps sur ces 6 derniers matchs d'avoir peut-être le moyen de relever cette équipe, de trouver un nouveau levier et de montrer qu'il a plusieurs cordes à son arc. Tu peux pas devenir un bon coach si tu connais pas la difficulté, hein. Il peut pas devenir Mourinho ou Guardiola en 3 mois. Hein. Je veux dire, à un moment donné, ça s'apprend aussi dans la difficulté. On peut tomber, mais le tout, c'est de savoir se relever. Et je pense que Digard, il a la mentalité pour faire ça. C'est ce que j'allais te poser, puisque tu le connais un petit peu quand même malgré tout, Didier. Mentalement, c'est quand même de très fort, très costaud. On sait qu'on est tous derrière lui. Voilà, tout le club le soutient. Il a fait aujourd'hui une bonne image sur cette deuxième partie de saison, depuis qu'il a pris l'équipe première. Il fait jouer les jeunes, ce qui est aussi l'un de nos objectifs. Maintenant, dans le foot, tout n'est pas linéaire et on ne peut que lui apporter tout notre soutien et l'aider dans cette période. Romain, on s'est posé la question cette semaine et chez certains de nos confrères déjà, on a vu avancer des noms pour remplacer Didier Digard la saison prochaine. Est-ce que pour toi, le destin comme on se pose la question aujourd'hui, est-ce que son destin est scellé ou il peut encore être l'entraîneur du gym l'an prochain ? Je ne sais pas, quand tu as un investisseur comme Ineos qui injecte chaque mercato énormément d'argent, il ne peut pas se contenter d'une 10e place en Ligue 1 et d'une élimination en quart de finale Ligue Europa Conférence. Donc, à mon avis, l'actionnaire il va demander des résultats. Donc, pour s'améliorer l'année prochaine, j'ai bien peur qu'il cherche un plus grand nom. Je ne sais pas, hein, j'imagine, je vois ça de loin. Mais il y a un coach qui a amené l'équipe en Coupe d'Europe et qui a fait une finale de Coupe de France et qui s'est fait siffler à l'Alliance Riviera. Donc, voire plus. Voire plus.
Donc le public niçois est exigeant lui aussi. Hein. Il demande, maintenant qu'il y a une Néos, il veut des résultats. Will. Je pense qu'au-delà des dirigeants, il y a aussi un directeur sportif qui réfléchit à tout ça. Et pour en avoir discuté plusieurs fois avec lui, il est aussi conscient du travail qu'a effectué Didier Digard. Et il est aussi conscient d'une chose, c'est que les manques qu'a eu son effectif étaient déjà les manques ciblés à son arrivée. Donc à ce premier mercato d'été qu'il n'a pas dirigé lui-même. Et donc en fait, cet effectif qui est un peu bancal, on le paye depuis le mercato d'été. Donc c'est pas directement la faute de Didier Digard. Didier Digard, il a dû composer avec pas mal de blessures aussi, au plus mauvais moment, quand on sait qu'il avait les latéraux qu'il avait en Coupe d'Europe face à Bâle. Et en interne au club, ils sont déçus d'une chose, c'est que si l'OGC Nice passait ce cap, derrière, il allait récupérer pas mal de joueurs et avoir d'autres ambitions pour l'éventuelle demi-finale et la suite. Malheureusement, les retours ont été faits plus tard et l'OGC Nice est éliminé. Mais je pense que voilà, il faut regarder la saison dans son ensemble et voir ce qu'a apporté de bien Didier Digard avant de penser à ce qu'il a mal fait. Antoine, il serait injuste de condamner Didier Digard pour, on va dire, un seul match loupé depuis sa prise de fonction, ce match contre Bâle. Après, injuste, oui, ça serait injuste, mais le football est injuste de toute façon, malheureusement. Moi, ce qu'il y a de bien chez Didier Digard, c'est qu'il a la culture club. Et ça, c'est très important. Il fait confiance à la formation. Et ça, on a toujours dit que c'était très important, à l'inverse de Galtier, qui, lui, ne faisait pas du tout confiance à la formation. Voire même Lucien Favre aussi. Hein. Oui, même Lucien Favre. Et ça, je trouve que c'est super important parce que Romain le dira mieux que nous. Mais voilà, ça crée dans le club aussi une émulation. Une émulation, effectivement, comme il y a eu une époque avec les Mopé, les Bossetti là, qui avaient percé. Et je pense que moi, il faut continuer là-dedans, même si là, on est en difficulté. Peut-être qu'il faut que ça reparte. C'est important d'avoir des gens du cru. On va laisser répondre Romain. C'est vrai que l'émulation est importante pour ces jeunes joueurs. Toi, tu es coach donc des U17. Ils savent qu'il y a la passerelle qui peut arriver à un moment donné chez les pros aussi, qu'on va leur donner leur chance. Il y a des éléments concrets, voilà, le fait de voir Didier tous les jours au quotidien, que ce soit sur les terrains, que ce soit dans les bureaux, facilite bien sûr les échanges, facilite le suivi aussi, pour que les jeunes soient plus ou moins regardés. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, tous les joueurs de l'équipe réserve sont observés et tous les joueurs du club, Didier a un œil dessus pour savoir comment ils seront dans 1, dans 2, dans 3 ans et comment on peut créer le plan pour les amener dans les meilleures conditions à la Ligue 1. Pas le plus vite possible, mais dans les meilleures conditions. C'est idéal en interne, mais c'est aussi une très bonne image donnée à l'extérieur pour le club. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait d'autant plus qu'on recherche des jeunes talents de plus en plus tôt et des gamins de 16, 17 ans qui sont talentueux. Beaucoup de clubs sont dessus. Mais quand l'OGC Nice se présente et voir une équipe comme celle de Didier Digard qui fait confiance aux jeunes, qui donne du temps de jeu, automatiquement, c'est une belle image pour ces jeunes talents que l'OGC Nice essaye de prospecter. Et c'est un avantage sur d'autres clubs qui n'ont pas cette même vitrine chez l'équipe pro. Allez, on va l'écouter justement Didier Digard à propos de son avenir à la tête de cette équipe niçoise et de ce côté, voilà, tout va très vite un petit peu dans le football. Il est devant la caméra de Philippe Bertini. Je pense qu'on peut reprendre tous les propos que j'ai dit et j'ai jamais dévié. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Quoi qu'il arrive, c'est pas le projet Digard, c'est le projet OGC Nice. Moi, je travaille pour le club, pour leur offrir le plus de garanties possible pour mener à bien ce projet. Après, tout ce qui se dit, ça me dérange pas. C'est voilà, la seule chance que j'ai, c'est de l'avoir connu un peu joueur et du coup, j'étais préparé à ce qui allait arriver. Mais ça me dérange pas. Les gens, ils vivent de l'actualité et ils se projettent pas, ils n'ont pas de recul. Mais je suis conscient que c'est très compliqué d'avoir du recul et c'est pour ça que j'essaie de me forcer à en avoir et d'analyser en profondeur les choses, mais j'ai aucun souci avec tout ce qui se dit. Voilà, donc Didier Digard, et on pourrait rajouter Will qui l'a dit que voilà, il est malgré tout, il ne sait pas encore ce que son sort sera fait la saison prochaine, mais il sera a priori au club. Oui, il a annoncé qu'il avait la garantie au sein de son contrat de rester au club quoi qu'il se passe. Donc on peut imaginer plusieurs rôles, mais c'est déjà, je trouve, une très bonne chose parce que Didier Digard incarne, comme l'a dit tout à l'heure Romain, plus que lui, sa personne, il incarne une volonté du club. Donc même s'il ne sera plus éventuellement le coach de l'équipe première, il devrait avoir des fonctions au club qui permettent de continuer ce fond au GC Nice. Tu le vois dans un rôle d'adjoint, peut-être, pour apprendre encore un peu son métier auprès d'un entraîneur un peu plus confirmé, Antoine, aujourd'hui ? Non. Ça serait difficile quand même de reculer au poste d'adjoint.
On aurait dû en faire un pour contre parce que oui, il n'est pas d'accord. Ou alors un super adjoint. Mais moi, je trouve ça difficile. Après, peut-être que lui, il serait d'accord. Hein. Je sais qu'il y a des exemples, peut-être en club pro, hein, où c'est arrivé. Julien Sablé, c'est lui est arrivé. Il a été entraîneur de la Saint-Etienne. Il est revenu entraîneur adjoint derrière. Exact. Voilà. Après, il n'a pas connu la même, la même réussite que Digard que Sablé avec Saint-Etienne. Donc, tout dépend qui, Will. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est tout dépend. C'est comme, je vais prendre l'exemple typique, je suis désolé, mais on parlait de Marcin Bulka, on voulait un gardien d'expérience devant lui pour l'aider à progresser et tout ça. Kasper Schmeichel, mauvais casting. Donc au final, l'histoire, elle marche pas comme il faut. Par contre, Didier Digard, tu lui mets un numéro 1 de prestige, dont il va pouvoir se nourrir tactiquement de choses. Ça ne pourra que lui servir pour l'avenir. Il adore Kike Sétienne, pourquoi pas faire venir Kike Sétienne? Je pense qu'il n'aime pas que Kike Sétienne et qu'il n'y a pas que Kike Sétienne qui a cette philosophie de jeu. Donc il y a plein d'exemples, j'en ai, mais je ne les citerai pas. Parce qu'on sait jamais. Garde-les. On va les garder, mais ça pourrait être une éventualité. Et je pense que Didier Digard, en plus, il n'est pas attaché à ce poste de numéro 1. Sauf que aussi. Il peut être contacté aussi par d'autres clubs. Il pourrait avoir d'autres opportunités, lui aussi, à construire sa carrière d'entraîneur. Voilà ce qu'on peut dire pour le moment sur l'avenir de l'entraîneur de l'OGC Nice. On va passer à un jeune joueur qui a été plutôt bon, même très bon face à Clermont. C'est Badreddine Bouanani avec ce raid-là, Will, qui amène le premier but de l'OGC Nice, l'égalisation de la board où il dribble 5 joueurs, quoi. Moi, c'est depuis le début, la première fois que je l'ai vu jouer, ce gamin, c'est mon petit chouchou. Je trouve qu'il y a quelque chose, c'est qu'il va vers l'avant, il a du culot, il a de la percussion techniquement, et on l'a vu sur ce raid-là, il peut faire très très mal. On a vu un petit peu, ça nous a rappelé quelques images d'un certain Hatem Ben Arfa. Il y a des petits ponts d'ailleurs. Il y a le petit pont au départ, et puis il y a surtout cette belle percussion, cette intelligence à la fin de faire une feinte avant de frapper. Il cadre, mais bon, c'est le poteau. Mais voilà, on sent qu'il y a quelque chose. La petite marge que je lui trouve, c'est un peu s'épaissir pour tenir un peu plus à l'impact sur les premiers, dès qu'il touche le ballon. Parce qu'après, dès qu'il se met en route, c'est plus difficile de l'arrêter. Romain, c'est le symbole de cette post-formation aussi que veut faire l'OGC Nice. Il arrive de Lille, il est arrivé jeune de Lille, mais voilà, il y a aussi un travail de post-formation à faire avec ces joueurs-là. Bien sûr, on oublie aussi Kefren Turam, qui est arrivé dans ce cadre-là à la suite de son aventure à Monaco. Badreddine, il fait tout simplement ce qu'on l'a vu faire au début de l'année avec l'équipe réserve, quand Lucien Favre ne l'utilisait pas. Et aujourd'hui, Didier l'a mis en place sur la rotation. Il donne des prestations avec ses qualités qui sont intéressantes. Il peut encore mettre bien sûr beaucoup plus de contenu et de puissance. Je rejoins William sur la puissance. On peut souhaiter qu'il enchaîne les matchs et que ça devienne un des leaders de l'attaque. Qui s'étoffe un petit peu. On va regarder d'ailleurs les stats de Badreddine Bouanani sur ce match face à Clermont avec 55 ballons touchés, 85% de passes réussies, un tir évidemment, c'est son tir sur le poteau, son tir cadré sur le poteau. Alors cadré donc, poteau c'est pas cadré. Poteau, c'est pas cadré. C'est pas une passe décisive. Et c'est considéré... Mais si c'est poteau rentrant, c'est cadré. Mais officiellement, c'est pas une passe décisive. C'est gentil. Mais c'est tout comme. Voilà, c'est tout comme parce que il en a déjà fait des passes décisives. Je crois qu'il a 3. Il avait fait 3 en 4 matchs. Je crois, c'est ce que j'aimais bien aussi chez ce joueur, c'est qu'on voit qu'il n'est pas du tout égoïste. C'est un garçon qui, même s'il s'estime en bonne position, s'il y a quelqu'un de mieux placé, il joue juste. Donc c'est très intéressant ça aussi. Et même avec l'Algérie, puisqu'il a été sélectionné avec l'Algérie, il est rentré, il a fait une passe décisive, d'ailleurs où l'Algérie a gagné que il a donné la victoire grâce à cette passe décisive. Ouais. Romain, le danger aussi peut-être maintenant pour Badreddine Bouanani, c'est effectivement d'avoir du temps de jeu, mais pas non plus trop se griller. Oui, c'est de confirmer, parce que là c'est sûr qu'on l'a vu, cette action-là, on va s'en rappeler pendant longtemps. C'est un joueur fantasque comme ça, il élimine plusieurs joueurs, il a un peu de réussite et tout ça, donc avec le ballon c'est un super joueur. Mais maintenant, il faut confirmer sur la durée. Et moi, ce que je lui reproche peut-être un peu, et encore, faut voir avec plus de temps de jeu, c'est plutôt le jeu sans ballon. Est-ce qu'il n'y a pas une marge de progression aussi là-dessus ? Romain peut nous le dire, il observe peut-être... C'est surtout au vu de l'âge. On oublie souvent, j'entends beaucoup aujourd'hui parler de certaines... bons potentiels français, à l'image de Ryan Cherki. Faut leur laisser aussi le temps. L'appréhension de la Ligue 1, c'est pas donné à tout le monde de passer de je ne joue pas à je joue, j'enchaîne les matchs et je suis performant. Voilà, il y a des stats à passer, des étapes, et je pense qu'il a tout pour
pour aller valider les prochaines. Avec une culture tactique aussi à renforcer, évidemment. Plus tu joues, plus tu apprends, quoi. Bien sûr, c'est surtout une expérience. Voilà, c'est rentrer, c'est savoir rentrer, savoir quand rentrer, savoir quoi faire quand je suis titulaire, savoir appliquer les consignes du coach, tant sur l'aspect off que l'aspect def, savoir ce que je peux apporter à l'équipe, créer des collaborations. Il y a pas mal d'éléments qui sont à prendre en compte. Et après cette première saison de découverte à l'OGC Nice, l'avenir nous le dira, mais on peut être enthousiaste à l'idée de voir Badreddine à l'Alliance. C'est dommage qu'on n'ait pas vu contre Bâle d'ailleurs. Il n'est pas rentré contre Il Bâle. n'est pas rentré, c'est Ouais. Bilal Brahimi qui est rentré. C'est vrai, un choix. C'est vrai. C'est bon, on en a parlé la semaine dernière. Ouais, c'était, ouais, bon. les choix. C'est vrai, mais c'est vrai que j'ai même les commentateurs, parce que moi j'étais en repos face à Clermont, mais ils ont Bah non, même, t'as eux, regardé le match. même eux ont dit, et c'est vrai que je l'ai ressenti, on a le regret du coup quand on voit faire ce raid se dire, bah tiens peut-être qu'il aurait pu le faire aussi contre Bâle et changer la fin du match avec des Ah, Ouais, si, oui, bien sûr. Ouais. Brahimi Coupe du et bois. ses frappes de 30 mètres. c'est pas pareil. C'est Non, un mais autre- je veux dire, il il aurait pu aussi Ouais, bah, il voilà, fait un coup franc sur la barre. Évidemment. C'est ça, ouais. Ouais, c'est vrai. En plus. On va écouter Didier Digard à propos de Badreddine Buonanni. Bad a toutes les qualités pour devenir un joueur important du futur du club. J'espère, oui, qu'on va pouvoir lui offrir pas mal de minutes, mais faut pas le brûler, le surexposer. On a vu ce que ça faisait d'être surexposé, parce que s'il se rate, vous allez peut-être dire qu'il est bidon. Donc on va faire attention avec lui et en prendre bien soin, parce qu'il aura un rôle très important dans le futur du club, et je suis très content qu'on ait pu offrir tant de minutes à nos jeunes, justement. Et Bad a des qualités très très au-dessus de la moyenne. Voilà, donc Didier Digard avec la petite pique évidemment adressée à ceux qui l'ont critiqué lui aussi. Mais évidemment. Évidemment, ça nous est adressé, peut-être nous, quand je dis nous, les journalistes et les supporters. Tu voulais rajouter, Will? Je voulais juste rajouter qu'on parle légitimement de Buonanni, mais on peut aussi parler un petit peu de Reda Belayan qui est intéressant lui aussi. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans le projet de l'OGC Nice, c'est qu'ils sont plusieurs, ces jeunes, à venir se greffer dans l'effectif. Du coup, ils se retrouvent aussi dans le vestiaire, ils ont des repères. C'est pas un gamin de 18 ans esselé dans un vestiaire de professionnels, c'est un petit groupe et tout ça, ça crée aussi une très bonne émulation pour les jeunes, pour leurs repères et pour leur acclimatation au niveau professionnel. Allez, avant de parler du match face à 3 dimanche, on va passer au pour-contre avec cette question, évidemment, parce que l'OGC Nice ne joue plus grand-chose dans cette fin de saison pour le moment. Alors, le gym, déjà en vacances. Romain, c'est pour toi. Pour moi, c'est oui. La réponse, c'est oui. Tu as 11 points de Lille et de la Coupe d'Europe et tu as 13 points d'avance sur Brest, qui est le premier relégable. Donc là, il reste 6 journées, 18 points. Nice ne pourra ni être européen ni relégué. Donc qu'est-ce que tu veux? C'est quoi le discours que tu peux tenir à tes joueurs? Aller gratter la 8e place, la 7e place? C'est difficile de mobiliser des joueurs. On l'a dit, il y a beaucoup de jeunes. On est sur la Côte d'Azur, et c'est le printemps, il fait beau. Il y a d'autres tentations. Comment tu vas aller... Quel ressort tu peux trouver maintenant pour dire, allez les gars, on lâche rien, là, c'est 3 points, c'est super important contre 3, on va gratter la 9e place. Donc pour moi, la saison du gym, elle est déjà terminée. Will, la réponse. Ben pour moi non, parce que pour moi la saison s'arrête peut-être à la 38e journée, mais pas le projet OGC Nice, pas le projet club, pas la carrière de ces joueurs qui sont aujourd'hui dans le vestiaire. Préparer la saison prochaine, préparer leur avenir, c'est aussi quelque chose d'important pour eux. On pense à Todibo par exemple et Kefren Turam qui seront évidemment sollicités cet été, mais eux aussi ont un intérêt à finir bien la saison pour donner une meilleure image d'eux-mêmes, montrer que même dans les périodes difficiles, collectivement, eux arrivent à sortir la tête de l'eau, à entraîner un collectif derrière. Pour les plus jeunes, gratter du temps de jeu, se montrer, donner envie au prochain entraîneur ou à Didier Digard de leur redonner encore du temps de jeu l'année prochaine, de compter sur eux, donner une bonne image du club, redonner envie aux supporters de croire au projet du club. Il y en a des tonnes d'ambition parce que la saison, elle va s'arrêter peut-être dans 6 journées, mais le projet OGC Nice, il faut aller regarder beaucoup plus loin. Ineos ne regarde pas que jusqu'à mai, Ineos voit plus loin, l'OGC Nice voit plus loin, donc il y a beaucoup de choses encore à montrer d'ici la fin de saison. Là, tu ne parles que d'objectifs individuels. C'est-à-dire, tel joueur doit montrer, tel joueur non, doit parce que gratter finalement, le temps c'est de un jeu. élan collectif. Parce Ouais, que mais bon, je vais collectivement... j'ai un exemple très concret. En Italie, le Milan AC, avant d'être champion d'Italie l'année dernière, il y a 2 ans, quand ils sont revenus de la période Covid, ils ont fait toute la demi-saison, la phase retour, invaincus.
Ça ne leur a pas permis d'aller chercher le titre. Par contre, ça leur a permis de créer une dynamique, de créer vraiment un état d'esprit de compétiteur, de gagnant. L'année suivante, ils sont champions. Ouais, mais Et là, je pense qu'ils ont puisé dans cette demi-phase précédente pour aller chercher le titre la saison suivante. Là, tu dis Todibo, il faut qu'il se monte pour aller le chercher ailleurs. Thuram, pareil. Il y a des ambitions personnelles, mais il y a des ambitions collectives aussi pour l'élan au GC Nice. Parce que finir la saison avec 6 défaites, ça serait un marasme qui préparera très mal la saison suivante. Romain, est-ce qu'il est difficile de motiver des joueurs dans une fin de saison quand il n'y a plus rien à jouer? Alors je rejoins un petit peu Romain, c'est faire le lien entre les objectifs collectifs et l'image club, aussi bien en termes de classement, mais aussi l'image individuelle laissée. On dit souvent qu'une saison se souvient du début et de la fin, et finalement que tout le voyage à l'intérieur de la saison, on s'en souvient pas trop. Et moi je crois à cette idée d'image de fin, après qu'elle soit individuelle ou collective. Ce qu'on va regarder en tant que supporter, c'est surtout le résultat, les matchs et ces 6 derniers matchs. Ouais, une saison, c'est comme un concert de Johnny Hallyday, en fait. Il faut réussir son entrée et sa sortie. C'est ça. Antoine, la synthèse de tout ça. Moi, je pense que si les joueurs aiment leur coach, déjà, je pense que si Digard il gagne les 6 derniers matchs, Digard, à mon avis, ils auront du mal À s'en séparer. Ça plaidera en sa à faveur. s'en séparer. Hein. Donc moi, il y a encore un objectif, il y a 6 matchs. Les 6 matchs... Si les joueurs veulent rester avec Didier Digard, c'est ça que tu dis, en gros. Non, oui, déjà, Parce qu'ils nous disent que du bien de lui. Donc, je pense qu'ils aiment leur coach. Donc déjà, pour sauver la peau de leur coach, on va dire, s'ils gagnent le plus de matchs possible, s'ils gagnent les 6 matchs, ça peut aider déjà, parce que Didier Digard ait une chance d'être encore l'entraîneur l'année prochaine. Et après, pour revenir un petit peu, je suis un petit peu comme d'accord avec Romain, je vois mal Todibo et Thuram, ils vont peut-être essayer de pas trop se blesser en fin de saison, si jamais ils ont des opportunités pour aller ailleurs. C'est sûr que tu veux dire, est-ce que j'ai pas du mal à jouer à 100%? Mais Todibo, il a raté quelques matchs sous les yeux de recruteurs qui sont vraiment intéressés et ça joue pas en sa faveur. Voilà. Oui, mais... C'est vrai qu'il a été un petit peu dans le dur. C'est sûr. Il faut savoir que ces joueurs ont une certaine valeur marchande. Il faut encourager les clubs aussi à sortir le porte-monnaie. Et si tu finis la saison en queue de poisson, peut-être que le porte-monnaie va rester dans la poche. Mais après, tu as des joueurs, par exemple, des joueurs comme Pepe et Barclay, ils vont finir la saison comment? Non, mais ça, c'est des cas personnels qui sont presque même déjà scellés. Oui, voilà, c'est scellé, mais bon, ces mecs-là, comment tu vas les motiver pour finir la saison? Tu vas me faire une passe D, parce qu'on va passer à l'indiscret et on va parler d'un joueur qui peut-être, côté motivation, c'est peut-être plus ça, c'est Kasper Schmeichel qui regarde beaucoup ce qui se passe du côté de Leicester à nouveau. Il avait laissé un peu déjà sous-entendre dans une interview livrée à un média britannique où il reparlait de Leicester, de tout l'amour qu'il avait pour ce club. Mais depuis quelques semaines, il est très attentif aux résultats de Leicester aussi, Kasper Schmeichel, et il n'aurait pas envie que Leicester descende en Première Ligue, en Championship, parce que un retour à Leicester, ça le brancherait bien, et je pense qu'à l'OGC Nice, ça les arrangerait bien aussi. Ouais. Parce qu'il y a Marcin Bulka toujours derrière, un garçon qui, l'idée n'est pas abandonnée, qui puisse faire peut-être 1 ou 2 matchs avant la fin de saison, et voilà, ça fait partie des réflexions. Mais en tout cas, voilà, si Leicester ne descendait pas en Championship, ce serait une bonne nouvelle. La porte de sortie de Kasper Schmeichel serait toute trouvée. Bonne nouvelle pour toi ou pour l'OGC Nice. Pour l'OGC Nice. T'as décrété. Ouais. Je l'ai pas décrété, j'ai encore discuté assez récemment avec des personnes en interne, et sur les derniers buts, on parle beaucoup de jeu aérien, de sortie. Mais il n'y a pas seulement ça. Moi, je vois par exemple contre Bâle, le deuxième but, il peut rien faire parce que c'est une tête bien placée, ok, il va... Mais peut-être que si c'est un gardien qui sortait un peu plus souvent de son but, la défense serait un peu plus haute. Et Youssouf, par exemple, qui est à 2 mètres du buteur, il serait peut-être à côté du buteur et il aurait peut-être pu prendre le ballon, parce qu'en sachant que sur les 2 derniers mètres de derrière, Kasper peut intervenir. Mais comme Kasper n'intervient jamais, les défenseurs jouent plus bas, et tu subis des buts comme ça. Et avec des scies, comme tu as dit tout à l'heure. On coupe du bois. On passe aux dernières infos concernant le rachat de Manchester United par le groupe Ineos. Je vais te repasser la parole, Will, avec des dossiers à déposer ce soir, 22h maximum. C'est la banque qui s'occupe de cette négociation de rachat qui a fixé dernier délai pour la offre finale, 22h ce vendredi soir. Et du coup, durant le week-end, il y a des réflexions. Et dès le début de semaine prochaine, un des potentiels racheteurs sera en négociation exclusive. Donc on rappelle, il y a l'État du Qatar, gros, encore une fois, et Jim Ratcliffe par Ineos. Jim Ratcliffe qui, pour aujourd'hui, son projet a pour ambition de racheter 60% des parts et de laisser peut-être 20% aux Glazers
et de leur laisser la possibilité de gérer encore le club. Et c'est là que les supporters de Manchester sont complètement opposés à cette idée-là. Ils ne veulent plus des Glazers. Ça fait 18 ans qu'ils sont au club. D'ailleurs, dimanche, ils ont prévu une marche de contestation du centre-ville jusqu'au stade. 18 minutes de grève, 1 minute pour chaque année de présidence des Glazers, et ils ne veulent surtout pas qu'ils restent au club. Donc le projet Ineos, pour l'instant, n'a pas du tout les faveurs du public mancunien. En fait, il ferait comme à l'OGC Nice, quand ils avaient gardé Jean-Pierre River et Julien Fournier. Exactement, j'ai l'impression que c'est un schéma préférentiel pour Ineos. Ça n'a pas trop bien fonctionné à Nice. Pour quelle raison on pourrait en refaire une émission sur tout ça. Je sais pas, mais est-ce que c'est... en tout cas, c'est pas démontrer une grosse ambition, enfin, envie de s'impliquer. Ouais, de mettre les mains dans le cambouis. Voilà. C'est je reste à Monaco, je laisse les gens en place là-bas, bon. Et puis on a vu, Antoine, on a appris cette semaine, enfin on a appris, on le savait un peu déjà, mais que par exemple, si Toulouse gagne la Coupe de France, eh bien ça va être compliqué de jouer la Coupe d'Europe parce que Milan AC appartient au même groupe, ce qui pourrait arriver à l'OGC Nice et Manchester United, alors pas pour la Coupe d'Europe la saison prochaine, mais dans un futur proche. Donc il y a des inquiétudes quand même par rapport à ça. Il y a des inquiétudes, mais bon, comme il y a les Red Bull, eux, ils ont trouvé la parade quand ils avaient Salzbourg et Leipzig. Donc ils ont changé le conseil d'administration. Ouais, il y a des petites, petites magouilles. Imagine les supporters toulousains, leur équipe gagne la Coupe de France, ils vont en Ligue Europa, on leur dit ah non, les Milan AC sont en Ligue Europa, vous ne pouvez pas la jouer. Je veux dire, à un moment donné. Ligue des Champions. Oui. Des champions. Mais bon, voilà, à un moment donné, de toute façon, ils vont trouver des astuces. Mais voilà, donc je pense que ça va se contourner. Puis il y a Séphérine qui en avait parlé il n'y a pas Ouais, longtemps. il souhaiterait mettre fin à tout ça. Voilà, Ouais. donc peut-être qu'un jour, ça, même... Voilà. Est-ce que, Romain, la multipropriété dans le football, ça se fait de plus en plus quand on est entraîneur de jeunes joueurs? Est-ce que c'est important pour les jeunes de se dire, voilà, le propriétaire du club dans lequel je joue, eh ben, c'est Ineos ou c'est Redbird ou c'est Citigroup. Je peux aller à Manchester City peut-être si je joue bien, je peux aller à United, je peux aller à Milan, je peux aller... Est-ce que ça peut jouer dans la formation des jeunes, ça? En tout cas, aujourd'hui, à l'OGC Nice, on est en train de développer surtout la connaissance de l'esprit niçois, Nissart, on pourrait même dire, plutôt que de parler du propriétaire. C'est pas leur faire offense, c'est qu'aujourd'hui, les enfants sont attachés, les ados, à un logo, à une ville, à une entité, et le propriétaire, Ineos, ils le connaissent. Maintenant, rentrer dans les détails de ne serait-ce que quel produit il fabrique, c'est pas forcément quelque chose dans lequel on va. Par contre, connaître la ville de Nice, connaître les chansons, les chants des supporters, les monuments, voilà, ça c'est quelque chose qu'on développe au quotidien. Ça, c'est voilà, avec des cours, comment ça se passe, racontez-nous. Ça part d'aventures de début d'année, de découverte de la ville. Je pense à la préformation, les 14-15 qui ont fait le tour de Nice en découverte. C'est avec notre initiative de mettre Nice à la Bella dans toutes les causeries. Les jeunes la chantent. C'est faire une randonnée et puis chanter les chants de supporters avec les quelques-uns qui la connaissent pour développer chez les autres. Voilà, c'est le fait d'aller faire ramasseur de balles au stade. C'est plein d'initiatives faites par le club qui développent cet esprit. Tout comme on sait que l'OGC Nice est un club populaire, c'est faire les maraudes, c'est donner un coup de main sur les handicapés, c'est intervenir dans plein de domaines qui font qu'à un moment donné, on sait ce que le club veut développer. C'est important, oui, cette culture club, cette culture du blason, du maillot, de l'identité niçoise. On l'avait peut-être un peu perdu de vue auparavant, et là, d'après ce que nous dit Romain, ça revient en force. Ça avait déjà été un peu initié par Julien Fournier à l'époque aussi, et il y a toujours eu cette volonté quand même au club de former des footballeurs, mais former aussi des Niçois. Très important. Je me rappelle de Alain Watley aussi, qui était au club, et cette équipe qui avait été championne de France nationale, les Scaramosino, Loris et compagnie, c'était des vrais Nissards. Quand ils revêtaient le maillot rouge et noir, c'était une seconde peau pour eux, et ils se battaient pour la ville, pour Nice. Et c'est un supplément d'âme qui est très important dans la formation, parce que jouer au foot, ils peuvent le faire partout, mais défendre une identité, défendre un club, défendre des valeurs, se sentir représentatif de tout un peuple, c'est différent. Romain, on va passer donc à cette saison. Pour toi et tes joueurs des 17 ans de l'OGC Nice, leader de ton groupe D, donc avec 57 points, juste devant le rival, l'AS Monaco. 2 points d'écart, il reste 2 journées, je crois, c'est ça? Tout à fait. Il reste un match à l'SPTT Marseille la semaine prochaine, dimanche, et puis un derby niçois la semaine d'après pour terminer la saison. Contre le Cavigal. Exactement. On imagine, garder la première place, c'est l'objectif de cette fin de saison.
Alors, ça devient un objectif peut-être à 2 matchs de la fin, mais comme depuis le début de mon arrivée avec le directeur Manu Pires et tous les autres staffs, l'objectif c'est de faire ce qu'on voit aujourd'hui en équipe première, c'est former des joueurs et donner la possibilité aux coachs de la Ligue 1 de pouvoir piocher et de ne pas se dire j'ai plus de latéraux, j'ai plus de milieux. Non, de se dire il y a des milieux numéro 1. Si c'est un jeune, tant mieux pour le club et tant mieux pour nous, pour notre formation. Si par contre c'est un numéro 2, qu'il n'y ait aucune question. J'ai besoin de quelqu'un, je sais qu'au centre de formation en réserve, ou en 17 ou en 19, je peux aller piocher. Et ça, c'est vraiment notre objectif à tous. Au niveau du résultat, aujourd'hui, on a fait une saison assez exceptionnelle, même si on attendra la fin pour voir vraiment le bilan. On a enchaîné, je crois, 17 matchs sans défaite, dont 16 victoires d'affilée. Vraiment quelque chose d'intéressant. On joue très jeune, puisque c'est la volonté du directeur et du club de jouer très jeune. Et on enchaîne des bons résultats et surtout on développe l'identité Nissart, puisqu'on a des jeunes qui sont imprégnés. Et même s'ils ne viennent pas d'ici, ce qui est mon cas également, je suis heureux quand mes enfants ils chantent Nice à la Bella au stade et je me dis que tout doucement, j'apprends à être niçois. Oui, il y a des phases finales après, si jamais vous terminez premier. Voilà. Alors le premier se qualifie pour les quarts de finale des playoffs. Ouais. Le premier de notre poule sera opposé à l'Olympique de Marseille qui a déjà validé son ticket. D'accord. Et il y a les 2 meilleurs deuxièmes des 6 poules. Ah oui, donc d'accord. là, c'est un calcul assez complexe puisque c'est face aux 6 premiers hors la 2e place. Ça fait 10 matchs. Et le 6e, un nouveau 6e peut entraîner une perte ou un gain de points. Donc on attendra vraiment la fin de la saison pour calculer et voir de quoi ça ferait l'avenir. Mais a priori, la saison, elle n'est pas finie du coup, parce que vous avez de l'avance sur le 3e, quand même, pas mal d'avance sur le 3e, donc premier ou 2e, vous devriez être dans le coup, en tout cas. On peut l'être. Ouais. On peut l'être. Ouais. Vous appuyez sur une grosse attaque, 67 buts marqués, une grosse défense aussi, 17 buts encaissés, c'est pas mal. Ça représente pas mal déjà ce qu'on veut faire au niveau du club, et puis ça représente pas mal aussi mes convictions personnelles, puisque j'estime que même... toute proportion gardée d'un match des 17 ans, mais les gens qui viennent voir ce match doivent prendre du plaisir à le regarder. Et je pense qu'on se prépare à la Ligue 1 en ayant le ballon, en étant actif sur le terrain, tant sur l'aspect défensif que sur l'aspect offensif. Et si les gens sortent du match, et c'est ce qui s'est passé dimanche, en disant j'ai vu un super match de jeunes, et que les garçons ont pris du plaisir, je pense qu'ils ont appris et que tout doucement, ils cochent des étapes pour se rapprocher de leur rêve qui est de jouer en Ligue 1. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont appelés en sélection nationale de ton équipe ? Alors, on va pas prendre mon équipe parce que j'aime pas trop ce terme. On est vraiment sur le club. L'effectif. Par contre, on a des années d'âge. On pense à Daouda Traoré, qui est régulièrement en équipe de France, qui pourrait jouer en 17 ans. C'est pas le cas. Donc, équipe de France de quelle catégorie ? U17. U17, ouais. Sauf que nous, dans le projet du club et dans le surclassement, Daouda, c'est un joueur qui n'a pas joué un match de 17 ans nationaux. D'accord. Il a joué en 19 ans, il a joué en réserve, il a même fait la préparation avec l'équipe professionnelle. Et on a plusieurs joueurs U17, Sami Vatel, Fares Boussina, qui ont déjà été appelés. Et c'est le U16, par contre, on n'a que des pré-convocations. On a un jeune qui a été appelé en sélection du Maroc, Ilyes Sali. Les autres ont été plutôt sur des pré-convocations, mais n'ont pas encore confirmé l'équipe de France. Voilà, ce qui n'est pas un frein, puisque on est très attentif à ce que nos jeunes touchent au niveau international. Mais il faut savoir que l'objectif de l'OGC Nice, c'est vraiment l'équipe professionnelle. Donc toutes les étapes sont une expérience en plus à l'international et donc ça construit le jeune. Mais l'idée finale, c'est vraiment que le jeune joue au gym. Ouais, et justement, dans les étapes, il y a la réserve qui est actuellement en difficulté en National 3, donc qui a eu 5 points en moins. Là. Bon, peut-être qu'ils vont les récupérer, mais même malgré tout, il faut être 9e pour se sauver et ils sont très loin. Il ne reste que 4 matchs. S'ils descendent en R1, ça peut être un frein pour ces jeunes pour progresser ? Alors déjà, parlant des 5 points, j'ai vu en lisant un petit peu que c'est arrivé à plusieurs clubs. Donc je ne sais pas si c'est les clubs qui font les mêmes erreurs ou si c'est plutôt une dynamique administrative qui est un petit peu complexe. Oui, parce que juste pour rappeler l'histoire des 5 points, c'est juste que en fait, officiellement, c'est encore Julien Sablé le coach. Et apparemment, la Fédé n'a pas enregistré Marama Vairua qui a les diplômes. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu les 5 points retirés. Il y a eu 5 points retirés parce que pour l'instant, ils n'ont pas Marama Vairua au niveau de la Fédé, ce qui est un problème administratif. C'est un détail administratif, c'est administratif qui est assez contraignant pour cette équipe qui avait quand même un petit peu redressé la barre à un moment donné et qui là se retrouve en position de relégable. Donc c'est quelque chose qui est arrivé à plusieurs clubs. Je me demande si Niort n'ont pas eu le cas, Nancy je crois également, avec la réserve. Donc voilà. Voir comment c'est fait, ça après, ce sera la fédération et l'administratif du club qui gérera. Concernant l'avenir des jeunes, on est vraiment sur cette dynamique de surclassement. Après, notre idée, c'est d'avoir une réflexion
sur comment réussir à intégrer les jeunes et à les préparer le mieux possible à la Ligue 1. Est-ce que c'est en jouant du championnat national 3 ? Est-ce que c'est en jouant du championnat national 2 ? Est-ce que c'est en faisant ce que Monaco et Paris ont fait aujourd'hui, retirer l'équipe et faire partie de cette Ligue européenne et des matchs amicaux ? On sait qu'aujourd'hui, la nationale 3 du gym, elle a joué des clubs de nationale 1 comme Martigues, des clubs d'N2 comme Grasse, comme Fréjus, la Sampdoria de Gênes. Voilà, des matchs qu'on pourrait dire un petit peu élites et qui doivent construire à terme nos jeunes. Et c'est la même chose pour nos 14-15, nos 17. On a joué nous à la Sampdoria de Gênes, on a été joué jusqu'en Écosse. Voilà, il y a vraiment cette idée de donner une expérience en plus à nos jeunes. Pourquoi ? Pour l'étape finale, c'est faire Antoine Mendy, faire Badreddine, faire Kefren, et en espérant bien sûr à terme avoir des titulaires et des joueurs qui peuvent représenter haut et fort ce qu'ils ont vécu pendant tout le centre de formation. En fait, quand on est une équipe professionnelle comme l'OGC Nice, qu'on vise à former des joueurs pro comme ça, bons en Ligue 1, est-ce que c'est encore nécessaire d'avoir une équipe réserve ? Tu parlais de l'exemple du PSG et de Monaco, surtout quand tu as Lausanne qui peut permettre d'être peut-être le palier entre les U19 et l'équipe première. Je ne me permettrai pas de dire est-ce qu'il faut ou pas, parce que ça voudrait dire que je suis certain de ce qu'il faut. En l'occurrence, je pense qu'il y a des pistes à ouvrir. Pourquoi ? Parce que est-ce qu'une équipe qui est première de National 3 sort aujourd'hui 10 contrats pro et 10 joueurs qui réussissent ? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'une équipe comme l'Olympique Lyonnais, qui est régulièrement en N2, sort beaucoup de joueurs ? Est-ce qu'ils les sortaient avant ? Oui, c'est certain. Est-ce qu'ils les sortent plus maintenant ? Voilà, c'est vraiment une réflexion à avoir. Et surtout, on veut nous au gym faire du gym. Pas des autres clubs, se servir de l'expérience des autres, mais on va essayer de faire la meilleure organisation, méthodologie pour réussir à former des joueurs de Ligue 1. Passant par la N3 ou pas, ça on verra avec l'avenir et les futures expériences. Et est-ce qu'il y a une volonté également, comme le faisait à un moment donné le FC Barcelone, mais je ne sais pas s'ils le font encore aujourd'hui, d'appliquer la tactique, on va dire ça comme ça, de l'équipe première aux équipes de jeunes. Ça dépend des entraîneurs peut-être aussi ? Alors ça dépend surtout de la méthodologie club. Aujourd'hui, on a un directeur qui nous donne les grandes lignes directrices, bien sûr validées avec le coach Digard. On a les grandes lignes directrices de ce qu'on veut du Nissart de demain. Voilà, donc un jeu de possession, comme tu l'as dit aussi. Un jeu de possession, un pressing haut, un joueur qui est dans l'intelligence et la prise d'information constante. Voilà, ça c'est vraiment après que ça joue en 4-3-3 ou 4-4-2. Exactement, à l'image du petit Reda, Belayan. Voilà, avoir des joueurs qui sont actifs, qui sont, peu importe le gabarit, mais durs dans le duel, qui peuvent techniquement sortir des zones de pression, prendre la formation, jouer de l'avant, prendre des risques. Et ça, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Et en 17 ans, c'est bien sûr plus simple. Plus on grandit et plus on approche des pros à mettre en place. Malgré tout, si on leur donne à la base, même plus jeune, cette identité, on espère et on estime que c'est le bon chemin avec le directeur Pires pour les amener aux portes de la Ligue 1. On le voit que les paramètres techniques sont les plus importants. On se souvient de Vincent Cosiello qui serait sorti dans très peu de clubs en France. Là, on voit Badreddine et Reda, c'est pas des monstres physiques, mais voilà, l'OGC Nice met l'accent sur ses qualités techniques. Et alors qu'avant, on attendait beaucoup de qualités physiques à tout prix chez les jeunes, et on voyait que c'était pas peut-être la clé absolue. C'est vraiment ça aujourd'hui, c'est vraiment le technique, le physique a moins d'importance peut-être dans les catégories de jeunes pour vous ? Alors, on va pas dire moins d'importance, parce qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup parler des deux du FC Barcelone, Gabi et Pedri. Faut pas oublier que sur les premiers mètres, ça va quand même très vite. Busquets, il a aussi d'autres qualités. C'est plutôt que l'intelligence et la technique permettent de jouer au football. La qualité athlétique, elle va faire la différence. Voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que nous, on peut donner une base technique et de prise d'information, d'intelligence de jeu à tous. Et ce qui va faire la différence, c'est leur capacité à le faire vite et longtemps. Je pense que pour être professionnel, il y a un élément qu'Arsène Wenger disait souvent, c'est avoir un niveau de motivation au-dessus de la moyenne et de manière constante. Pas juste aujourd'hui, pas juste parce que je joue en Ligue 1 demain. Non, d'avoir constamment, de mes 15 ans jusqu'à mes 35 ans, à l'image de Dante, qui je pense est très fort là-dedans, avoir une constance. Je m'entraîne bien, je sais pourquoi je viens, je sais quels sont mes objectifs, et ben je vais les atteindre et je vais repousser mes limites, et finalement on se rend compte que la limite, il n'y en a pas. Moi j'avais aussi une petite question plus personnelle. Tu dis que c'est ta deuxième saison à l'OGC Nice. Quel est un peu ton parcours et pourquoi avoir rejoint l'OGC Nice ? Mon parcours, il est on va dire à l'opposé de Didier Digard ou Marama Verua, qui eux sont passés par la voie du football professionnel. Moi, je suis plutôt issu du football amateur et du football universitaire. Donc moi, j'ai un bac plus 5 en entraînement et en management du sport. Et puis, j'ai passé en parallèle mes diplômes en commençant très jeune à entraîner, à 16-17 ans. Et puis,
des opportunités en fait que j'ai accédé à des diplômes délicats comme le DES, ce que Marama Vairua, au formateur il y a 2 ans, et étant dans cette génération du formateur avec Gueda Fofana par exemple, le gym m'a contacté à l'intersaison, c'est un diplôme de 2 ans, à l'intersaison, et j'ai rejoint le gym parce qu'aussi je m'identifie beaucoup aux valeurs populaires et l'esprit de famille. Du côté de ma maman, ils sont 12 frères et sœurs, ils n'avaient pas grand chose pour manger, donc on a été... ça m'a touché, très soudé, le gym, voilà, de voir, je vous dis, les maraudes, c'est des choses que j'ai tout de suite regardées et vues, parce qu'un club qui s'occupe de sa ville et de ses supporters, c'est forcément un club qui a un esprit familial intéressant. Mon gym, ma famille, ça te parle. Exactement, tout à fait. On en voit de plus en plus des entraîneurs comme toi au final, et ça a été un peu instigé par des entraîneurs comme Leonardo Jardim, hein, qui ont passé leur diplôme, ou José Mourinho également, qui n'étaient pas de grands footballeurs, mais qui au final ont pu, comme ça, par un cursus universitaire aussi, montrer qu'on avait le talent d'un entraîneur, quoi. Voilà, il n'y a pas que Zinedine Zidane ou et Will Steele à Reims ou aussi. Johan Cruyff qui peut être, ou Will Steele aujourd'hui effectivement aussi, qui peuvent être des entraîneurs de football, quoi. Tout à fait. Après, je pense qu'il n'y a pas un bon parcours pour être entraîneur de football. Et en l'occurrence, aujourd'hui, moi, je suis surtout formateur de football. Au Portugal, on passe par la filière universitaire parce que c'est comme ça qu'on forme les coachs. Il faut savoir, c'est par la filière universitaire. Nous, en France, on a l'université qui donne certains outils, mais on a surtout une fédération française qui est assez puissante au terme de formation. Après, il n'y a pas un bon chemin. Je pense que c'est surtout qu'est-ce qui nous intéresse, sur quoi on arrive à mettre l'accent. Moi, aujourd'hui, je pense que sur les 17 ans nationaux, j'ai plusieurs convictions et compétences à faire valoir. Est-ce qu'elles seraient aussi intéressantes chez une réserve ou chez des 12 ans ? Peut-être pas. Donc je pense être à ma place en 17 ans. Et l'idée derrière, c'est d'apporter chaque fois à moi une évolution, au club une compétence, et puis bien sûr au gym des futurs professionnels. Et tout le monde sera content. Et tout le monde sera content. Il y en a beaucoup à ton avis dans l'équipe, là, les futurs pros, dans les 17 ? Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont développé un vrai esprit collectif qui correspond bien à l'OGC Nice. Un vrai esprit d'aller gagner ensemble. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Derrière, est-ce qu'il y aura des pros ? On le voit, et je rebondis sur la phrase de Didier qui disait « exposer trop tôt ». On peut imaginer sur ce sujet que certains sortiront à 22 ans, 23 ans. Certains sont faits pour être à 17 ans déjà exposés. Est-ce qu'il y a une vérité ? C'est que l'avenir. Aujourd'hui, on voit des joueurs à l'image de Neymar à 30 ans qui sont un peu en difficulté dans leur carrière, et on voit un Dante qui est rayonnant à 38 ans. Donc sur la durée, je ne suis pas quelqu'un qui aime faire du trading de joueurs à l'image de dire je vais miser là. On va plutôt être sur le travail, et une fois qu'ils ont la base, si on a des coachs comme Didier Digard, ça permet en tout cas d'avoir les portes ouvertes. S'il y en a d'autres, certaines peuvent plutôt les fermer. Allez, on passe à l'avant-match de ce 3 Nice dimanche à 15h du côté du stade de l'Aube. On va regarder le classement déjà de cette Ligue 1. Il est devenu anecdotique pour l'OGC Nice à cette 10e place, complètement largué maintenant effectivement par rapport à la 5e qu'occupe Lille, avec 56 points pour Lille et 45 points pour l'OGC Nice. 11 points, c'est terminé pour cette 5e place. 6 x 3, ça fait 18. Ouais, mathématiquement, ça reste possible. Bref, que faire à 3, mon cher Will ? Que faire à 3 Un peu d'orgueil, un peu de, comme on en a parlé tout à l'heure dans le pour-contre, il y a des enjeux aussi personnels pour certains, pour Didier Digard aussi, parce que ce serait une force aussi de relever un groupe qui gagne plus depuis 7 matchs. Puis 3, c'est une équipe à l'image d'Angers qui n'a plus gagné depuis 2 janvier. 15 matchs. Ça fait beaucoup. Mais ils ont du caractère. On l'avait vu au match aller. Nice menait 3-0 à la fin, ils reviennent à 3-2. Là encore, la semaine dernière à Nantes, ils auraient dû gagner à la 90e plus 2. Ils se font rattraper. Donc ce ne sera pas un match facile. 3, une équipe qui joue le maintien. Qui joue le maintien. Ils ont à 10 points à rattraper. Donc si Nice a 11, c'est cuit. Eux, 10, c'est pareil. Mais ils ont du caractère. Voilà. Donc il ne faudra pas y aller à fleur au fusil. Mais je pense que le l'OGC Nice a de l'enjeu aussi. Voilà, rien que l'orgueil. On a posé la question tout à l'heure à Jordan Thomas, savoir si ça existe, l'orgueil. Il nous a répondu positivement. Bien sûr qu'un joueur a envie de sortir de la mauvaise passe. Tu dis un peu d'orgueil, moi je dirais beaucoup d'orgueil. Parce que 3 n'a gagné qu'un seul match à domicile cette saison, c'était contre Angers au mois d'août.
Donc, Faudrait pas être les dindons de cette affaire ouais, encore. non, quoi. mais là, Ouais. parce que là, si on perd contre 3, effectivement, bon, je sais pas si ça va être difficile de se relever parce que. Et puis 3, bon, malgré tout, ils ont quand même une bonne attaque. Ils ont une meilleure attaque que Nice. Hein. Ils ont 41 buts et Nice en a 39. Après, Avec ils ont une Mamba défense. Baldé. Oui, voilà, Mamba Baldé, 12 buts. Et par contre, c'est vrai qu'ils ont la pire défense du championnat. La Ouais, je veux terreur dire, des ils joueurs ont- LPG, même. Ouais, pas ouais. des- Par contre, ils prennent un peu des sacoches. Hein. Oui, oui, Ouais. non, mais c'est sûr. Ouais. Mais bon, là-bas, si tu perds à 3, qui a gagné qu'un seul match à domicile Ah oui, chez mais tu lui. faisais ça contre Angers aussi, rappelle-toi. Oui, Hein, tu devais gagner haut la main contre Angers, et puis Ouais. c'est pas venu. Moi, j'ai jamais C'était dit le qu'on pour devait contre, gagner. déjà. Ouais, c'était le pour J'ai contre. toujours dit attention danger. On va écouter Didier Digard justement sur ce match face à 3. Forcément, ça va être compliqué quand on joue une équipe qui a un objectif aussi important que le maintien, avec de tels enjeux et une pression de ce type enfin, c'est la vie d'un club tout entier. Donc, on sait qu'ils vont être ultra motivés, mais nous, on se doit d'être compétiteurs et de bien finir. On voit à quel point c'est dur aujourd'hui de devoir faire face au scepticisme de ce qui se passe actuellement, après avoir fait autant d'efforts et d'avoir réussi à ramener les gens avec nous. Donc voilà, on aimerait repartir sur une bonne dynamique et pouvoir, encore une fois, je le dis, mais bien préparer la saison prochaine. Voilà, ne pas gâcher totalement cette fin de saison du côté de l'OGC Nice. On va passer à la compo probable, William, de cette rencontre entre 3 et Nice avec des absents, déjà, ça c'est sûr. Nicolas Pepe, Alexis Beka, Youssouf Youssouf, Sofiane Diop. et Mathia Vitti et Joe Bryan. Et Pépé, là, quoi? Je me rappelle plus qui c'est. Pépé genou. Pépé genou, ouais. Ah, ça, il a rechuté? Ben, une petite tendinite qui revient, ouais. C'est vrai qu'on se demande quand même, en sachant ça, pourquoi avoir un temps insisté pour le faire revenir sur ce match contre Bâle. C'est lui qui a dû insister et donner envie à Didier de lui faire confiance. Allez, la compo probable de ce 3 Nice. La compo probable, donc Kasper Schmeichel dans les buts avec une défense, et ben on pourrait retrouver Youssef Attal Alléluia. à droite. Didier Digard a dit qu'il aurait du temps de jeu. Il était déjà dispo normalement la semaine dernière contre Clermont, puis finalement il a été malade en veille de match. Donc Attal pourrait retrouver le couloir droit, ce qui confierait le couloir gauche à Jordan Lotomba de retour lui aussi. Il a Même joué si quelques lui, il a minutes, joué hein, quelques contre minutes. Clermont. Donc enfin des latéraux d'expérience et confirmés à ce poste. Todibo Dante, ça bougerait pas la charnière. Hicham Boudaoui en sentinelle, là où il est le meilleur. Avec Ramsey Thuram en relayeur aussi, les deux meilleurs à ce poste. Et Buonanni qui pourrait enchaîner dans le couloir droit. Pour Même s'il ne faut pas trop se poser. Ouais. Pas trop l'exposer, c'est ne pas non plus lui laisser 90 minutes, c'est pas non plus lui en demander trop, mais je pense qu'aujourd'hui, dans le couloir droit, celui qui réussit à mieux à son poste, c'est lui. Donc, je verrai. Sinon, c'est la Borde à droite et Brahimi à gauche, mais. Il a tellement déçu là, Brahimi, voilà, sur ses entrées. c'était à la compliqué, différence de ouais. Buonanni, qui lui, il répond présent et ça lui donnerait aussi la possibilité de s'exprimer et de progresser. Et sur le papier, c'est la meilleure équipe de la saison. Bah, cette équipe, elle a surtout les moyens de battre 3, Voilà. a priori. Ouais, merci. Ouais. Sur le papier. Il joue avec deux milieux offensifs droits, là. Attal. Oui, mais ça pourrait justement changer un peu, justement. Oui, mais tu veux pas jouer très longtemps, normalement. Arrêtez Ah, ne lui d'être portez raison. pas la poisse, hein, Non. s'il vous plaît. Allez, on va passer au Souviens-toi, ça, en cette fin d'émission, avec un ancien Troyen, un ancien Niçois qui joue plutôt du côté de Troyes. C'est Jeff Rennes Adélaïde. Tu t'es penché sur son cas, mon cher Antoine. Oui, alors Jeff Adélaïde, il est arrivé à Nice, donc c'était en octobre 2020, donc sous l'ère Vieira. Gros transfert à l'époque. Ben, c'était bon, il sortait des croisés, mais il arrive avec une belle réputation, proche de l'équipe de France. C'est quand même un bon joueur. Tout le monde était content quand il est arrivé. Hein. Malheureusement, là, on le voit marqué d'ailleurs. C'est un petit événement, parce que c'est son seul but sous les couleurs niçoises, avec Schneiderlin qui passe pour Boudaoui, petite passe contre l'Orient, hop, but de l'extérieur du droit. C'était la période Covid. Donc le désamour n'avait pas commencé, c'était juste le Covid. Donc là, c'est le seul but de Rennes Adélaïde sous les couleurs niçoises en 18 matchs. Alors 18 matchs qui n'ont pas été tous titulaires. Et donc il avait fait, il se remettait petit à petit en jambes, mais il n'a jamais montré sa pleine possession à Nice. Et puis est arrivé ce fameux derby à Monaco, début février, où j'ai encore moi ce cri dans la tête,
dans un stade vide. Ouais. Et frissons, juste avant la mi-temps. Donc où il se refait les croisés, mais le genou gauche. Donc vraiment malheureux parce que c'est vrai qu'il a plein de potentiel, plein de talent, ce Jeffrey Adélaïde. Et malheureusement, ces malheurs ont continué puisqu'il a mis 1 an à revenir sur les terrains parce qu'il était prêt au bout de 6-7 mois, mais il a eu des problèmes musculaires, le genou, il y avait des petits soucis, donc il a repoussé longtemps son retour. Il est revenu, il a fait des bouts de match avec Peter Bosz qu'il aimait beaucoup à Lyon. Mais là, il est reparti sur cette saison et pareil, il n'a jamais réussi à se refaire une place de titulaire. Donc après la Coupe du Monde, il a failli signer au FC Séville, mais après la visite médicale, il a été refusé parce qu'en manque de conditions, voilà, par le club espagnol. Donc comme il a besoin de temps de jeu et que Blanc n'allait pas lui en donner, il a été prêté à 3, mais à 3, malheureusement il a fait que 5 apparitions, dont 2 seulement en tant que titulaire, parce qu'il a encore des problèmes musculaires, suite sûrement à ses blessures récurrentes. Et il a fait que 5 matchs, mais il a été titulaire lors du dernier match à Nantes. Donc est-ce qu'il va peut-être finir la saison ? Alors ça, voilà. Est-ce qu'il va... C'est un peu le profil du joueur qui peut marquer contre l'OGC Nice. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Il va jouer contre Nice, il va marquer. Mais c'était un bon joueur. Mais oui, mais c'est vrai que malheureusement il a été blessé, il a eu 2... Alors c'est pas fini, tu dis c'était un bon joueur. Il a 25 ans. Quand ça dure autant de temps, j'ai du mal 25 ans, deux fois les ligaments croisés. Ouais. Après, à 3, il va dans un club pour jouer qui joue le maintien, il les a pas aidés. Il va retourner à Lyon saison prochaine. Oui, mais bon, c'est vrai que c'est difficile pour lui, c'est dommage, mais on espère vraiment qu'il va se remettre d'aplomb, mais là, il met vraiment du temps à se remettre d'aplomb. Qu'il attende 15 jours pour se remettre d'aplomb. Pas contre le lycée. Voilà. En tout cas, c'était un bon garçon à Nice, il a toujours... même sur et sur les réseaux sociaux, il a toujours eu un petit mot pour le GC Nice à chaque fois, il a beaucoup apprécié son passage au club. Et il a une bonne mentalité, ça il faut quand même le reconnaître. Voilà, et donc on espère juste qu'il ne marquera pas contre Nice. Quoi. Exactement. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Souviens-toi et Jeffrey Adélaïde. Romain, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin de saison. On espère tous porter haut les couleurs du gym et puis pourquoi pas remporter ce championnat déjà, ce qui serait une première je crois pour le gym. C'est ce que je voulais demander, c'est déjà arrivé, non ? Je crois que c'est pas arrivé sur les 17 ans et puis après essayer d'aller jouer les playoffs et surtout que les garçons... apprennent encore de l'expérience pour que vous puissiez un jour les commenter en Ligue 1. Ah ouais, on espère les recevoir sur ce plateau également. On va suivre ça contre l'Olympique de Marseille et le Cavigal. C'est les 2 matchs à venir pour l'OGC Nice dès 17 ans. Messieurs, merci beaucoup. Merci à toi. Merci encore Romain. Merci à Philippe Bertini, Chloé Voirgard, Sophie Doncé, le jeune Elio à la préparation, à la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end et bonne semaine à tous. Bye bye.